tous, bienvenue sur Monaco Info. Voici les titres qui seront développés dans votre édition. En ouverture, nous ferons un nouveau point sur le dossier Jardin d'Apolline. La presse était conviée ce mardi matin au ministère d'État. Nous reviendrons sur ce forum politique de haut niveau dédié au développement durable qui a lieu en ce moment même à New York. Nous irons faire un tour du côté des traditionnelles ventes Arcurial. Nous parlerons écologie avec le bateau Solar and Electric Boat Challenge ainsi que du bateau électro-solaire Heliodive. Et pour terminer, nous vous présenterons la nouvelle collection de la maison Piaget. Et nous ouvrons ce journal avec ce nouveau rendez-vous organisé avec la presse ce mardi matin au ministère d'État. Il a été question de revenir sur les prochaines étapes qui doivent être réalisées au Jardin d'Apolline. Un reportage de Sandrine Nègre. Stabilisation de la situation, potabilité de l'eau, organisation du relogement, travail bloc par bloc. Les problèmes survenus au sein de l'ensemble domanial des Jardins d'Apolline nécessitent ces 4 grands axes d'action. Des coupures d'eau sont programmées cette semaine afin de finaliser les opérations de repotabilisation. À l'issue, des prélèvements seront effectués pour s'assurer de cette potabilité, envisagée donc à très court terme, en vue d'une levée des recommandations sanitaires fixées au mois de juin. Une mesure annoncée lors de ce point d'étape au ministère d'État par le directeur des Travaux publics, l'administrateur des domaines et le nouveau chargé de mission, interlocuteur spécifiquement habilité et en relation quotidienne avec les services de l'État concernés par ce dossier. Depuis le début du mois de juillet, effectivement, le ministre d'État m'a demandé d'accompagner tout ce qui doit être mis en œuvre pour régler les problèmes des Jardins d'Apolline, des immeubles des Jardins d'Apolline, tant au niveau des locataires, des occupants, que des services de l'État, de façon à essayer d'accélérer les choses et faire en sorte qu'il y ait le moins de désagréments possible, surtout pour les occupants. Je suis déjà allé à la rencontre des résidents. J'en ai vu beaucoup, j'ai vu des commerçants également de cet ensemble qui s'inquiètent pour l'avenir, à savoir comment ça va se passer. Et aujourd'hui, la consigne est de prendre en considération vraiment les cas de chacun individuellement. Ils ont été traumatisés par ces problèmes de non-potabilité de l'eau qui n'a duré que quelques heures, en fait, parce que ça a été assez rapide, mais néanmoins c'est traumatisant. Et puis pour certains qui vivent dans des appartements où il y a de l'humidité, il y a des moisissures, où les services de la DAS disent que où il y a des enfants en bas âge, c'est pas recommandé de les laisser en place. Donc franchement, il faut que je rencontre chaque locataire, chaque occupant, un à un, et je suis bien déterminé à le faire. Et l'avenir s'organise justement dès aujourd'hui. Il a d'ailleurs été rappelé à plusieurs reprises que l'État ne reculerait devant rien pour réhabiliter les Jardins d'Apolline. Les travaux impliquant les relogements débuteront début 2018, après la réalisation d'une cartographie de l'humidité. Il fallait décider du mode d'opérer. Le mode d'opérer qu'a choisi le gouvernement est de refaire la totalité des appartements, à savoir vider du second œuvre tous les locaux, arriver à la dalle, aux gros œuvres, et puis tout reconstruire. Bon, pour ce faire, ça va être par bloc. Il va être difficile de faire 237 appartements à la fois, donc la décision a été d'attaquer bloc par bloc, et en attaquant par le bloc qui serait aujourd'hui le plus affecté, le plus touché. D'ici quelques jours, nous connaîtrons le bloc. Suite à cela, il va falloir trouver autant d'appartements, ça va être une 60aine que besoin, si possible en ville. Je ne souhaiterais pas affecter les prochaines opérations immobilières qu'est en train de réaliser l'État, puisque ça priverait d'autres monégasques et pour une période relativement courte. Pour les occupants d'Apolline, c'est très long, j'en conviens, mais par ailleurs, d'autres attendent depuis des années. Donc, dans la mesure du possible, on va essayer de trouver des appartements en ville, que l'on va meubler entièrement, là encore, pour le confort des occupants d'Apolline. Il ne faudrait pas refaire de gros déménagements lourds, compliqués. Donc, on va les meubler, les gens n'auront qu'à prendre leurs effets personnels, intégrer ces appartements, un petit peu en résidence meublée, résidence hôtelière, on va dire ça comme cela. On replacerait à la fin des travaux leurs meubles dans les appartements d'origine. Et j'espère et je pense que comme ça, ce serait le moins désagréable, le moins pénalisant pour nos locataires. Le mobilier personnel sera stocké par l'État dans des garde-meubles sécurisés pendant la durée des travaux du bloc en question, de 8 à 10 mois. Des actions qui compléteront ainsi celles déjà entreprises, comme le changement des vannes, la mise en place des filtres à sable et à UV en pied des colonnes de distribution des 4 blocs, ou encore celle de filtres sur les robinets de cuisine.
Nous l'évoquions dans nos précédentes éditions, un forum politique de haut niveau sur le développement durable se déroule en ce moment même au siège des Nations Unies à New York. Le ministre d'État a pris la parole ce lundi au premier jour de la réunion ministérielle afin de présenter le rapport national de Monaco sur les objectifs de développement durable. Je vous propose justement d'écouter un extrait de son intervention. La principauté de Monaco, plus que jamais, est décidée à prendre sa part de ce combat mondial. Sous la conduite du prince Albert, elle continuera à mobiliser et à solliciter pour cela l'ensemble des moyens disponibles, ceux de son gouvernement et de son administration, ceux de ses entreprises et de ses ONG, ceux de ses partenaires scientifiques et culturels. Pour la principauté de Monaco, c'est un chemin paradoxal, celui d'un pays parmi les plus petits du monde, mais décidé à prendre toute sa part aux plus grands défis de la planète. C'est un chemin global, celui d'une responsabilité qui ne connaît pas de frontières et concerne en même temps notre planète, nos frères humains et toutes les formes de vie qui rendent la nôtre possible. C'est un chemin responsable, celui d'un défi qui concerne l'ensemble de nos manières de consommer, de produire, de nous déplacer, de nous nourrir et de nous soigner. Cette contribution, et nous en sommes conscients, ne suffira pas seule à résoudre les nombreux problèmes de ce monde. Mais à son échelle et avec ses moyens, la principauté se veut déterminée et responsable dans l'application de ces ODD. Retour en principauté avec les traditionnelles ventes aux enchères estivales de la maison Arcurial qui se sont déroulées à l'hôtel Hermitage. Parmi les pièces maîtresses, horlogerie, joaillerie et sacs de la célèbre marque Hermès. Les explications d'Émilie Rousseau. C'est un rendez-vous incontournable de la maison Arcurial. Chaque année, elle prend ses quartiers d'été à l'hôtel Hermitage pour 3 jours de vente. Un événement qui a attiré de nombreux amateurs et collectionneurs de bijoux, de vintage Hermès et d'horlogerie de collection. C'est d'ailleurs les montres qui étaient à l'honneur pour ce premier jour des ventes. On a quelques Rolex notamment tout à fait extraordinaires, notamment des Daytona avec des cadrans spécifiques de couleurs particulières, avec des détails, des couleurs d'aiguilles, des petites marques qui font toute la différence entre une belle montre et la vraie montre de collection. Donc on peut espérer notamment qu'entre les lots 261 et 271, on est là quelques batailles d'enchères assez importantes. Beaucoup de clients se sont déjà manifestés, soit en laissant des ordres d'achat, soit en souhaitant participer par téléphone. Et puis l'affluence dans la salle que nous voyons au moment où nous parlons, laisse à penser aussi qu'on aura quelques batailles d'enchères intéressantes. Et François Tajon avait du flair. En effet, de prestigieux lots se sont envolés sous son coup de marteau, à l'image de cette Rolex Daytona de 1971, cédée pour 244 600 €. Autre temps fort de cette vente, le chapitre dédié aux montres ayant appartenu à Armand. Cette collection de 20 montres a connu un grand succès. Cette Patek Philippe Nautilus Jumbo est partie pour un peu moins de 60 000 €. Plus personnel, la Piaget Beta 21 en or, dédicacée par Yves Piaget pour le 60e anniversaire de l'artiste, a été vendue 11 100 €. C'est vrai qu'Armand était un fou de collection, au rang desquels les collections d'horlogerie. Il a d'ailleurs effectivement utilisé à plusieurs reprises les mécanismes dans certaines de ses accumulations devenues légendaires. Donc c'est son épouse Coris Armand qui nous a fait l'honneur, le plaisir de nous confier une partie des montres qui lui avaient appartenu. Donc là je pense aussi que, et puis Armand c'est l'école de Nice, c'est l'art contemporain, c'est ce goût pour l'horlogerie. On est un petit peu à la croisée des chemins de plusieurs spécialités. Donc je pense que là aussi, certains amateurs seront contents de pouvoir porter une montre que lui-même arborait peut-être dans son atelier en train de créer. En salle, sur Internet ou par téléphone, les collectionneurs se sont mobilisés tout au long de ces enchères. Les ventes se sont poursuivies mardi avec la joaillerie. Autre rendez-vous Arcurial à l'hôtel Hermitage ce mercredi, la vente de vintage Hermès et notamment cette pièce unique, ce Kelly offert à la princesse Stéphanie à l'occasion de la grande exposition Les Années Grèce Kelly au Grimaldi Forum.
Et revenons à présent sur cet événement qui a eu lieu la semaine dernière dans la baie du Port Hercule, le Monaco Solar and Electric Boat Challenge. Cette course particulière aura réuni une vingtaine de participants venus de 7 pays différents. Le récit d'Émilie Rousseau. Chaque jour, l'énergie électrique et solaire ne cesse de nous étonner. Dernière preuve en date, le Monaco Solar and Electric Boat Challenge. La 4e édition de cet événement sportif aura offert du beau spectacle dans la baie de Monaco. Je pense que c'est une opportunité fantastique. Il y a beaucoup de pays, il y a beaucoup d'étudiants, des universités, des professeurs, des NGOs, des fédérations internationales sportives. Donc je pense que c'est un succès extraordinaire pour le Yacht Club de Monaco et pour nous de l'OIM qui sommes basés ici à Monaco. Et je pense aussi, il faut dire que Prince Albert, il nous pousse beaucoup pour faire des initiatives qui sont dans la direction de la soutenabilité et de la mobilité soutenable. Sous la bannière du prince Albert II, Monaco s'engage dans cette voie-là depuis de nombreuses années et a de multiples actions, et notamment en ce qui concerne la mer et la protection de la mer et du yachting. Vous savez que Monaco, c'est aussi un lieu que l'on appelle Monaco, capitale du yachting, et il est normal que l'on accompagne les jeunes générations vers le développement durable et prenant soin de nos océans. Cette course de racers propulsés montre une nouvelle fois la fiabilité de l'énergie solaire. Conçus et pilotés par des étudiants d'universités internationales, ces bateaux révolutionnaires sont le reflet de l'investissement de la jeune génération dans le domaine des énergies renouvelables. Nous avons positionné sur le bateau des panneaux solaires qui produisent de l'électricité grâce au soleil. Celle-ci est directement transférée vers les batteries qui sont réellement le cœur du bateau. L'énergie produite alimente ainsi un moteur qui, lui, est électrique et qui met en rotation l'axe qui est la partie mécanique du bateau. Nicolas Milanesio est lui employé au Yacht Club de Monaco. C'est la première fois que le Monégasque participe à une course de ce genre. Il a été agréablement surpris par les performances du racer. La sensation de décollage est vraiment exceptionnelle. Par contre, le moment où le bateau se lève hors de l'eau et vole littéralement, c'est une sensation pour moi qui est nouvelle et que j'ai hâte de pouvoir expérimenter dans d'autres domaines au niveau de la mer. On verra ce que le futur nous propose comme opportunité. Événement dans l'événement, cette nouveauté cette année, la première édition de la Monaco Offshore Solar and Electric Race, une course entre Monaco et Nice à laquelle a participé notamment le bateau électrique Heliodive. Vous venez de le voir, les bateaux verts s'étaient donné rendez-vous dans le port Hercule et parmi eux, le bateau électrosolaire Heliodive. Nous avons profité de sa venue pour vous le faire découvrir. Un reportage à bord d'Alexandra Pani. Son allure profilée et sa coque entièrement en aluminium lui permettent d'atteindre près de 20 nœuds. L'Heliodive est ainsi le premier catamaran de son espèce à allier rapidité et protection de l'environnement, car à son bord, tout est entièrement électrique. Aucun bruit, aucune fumée et aucune odeur. Il se recharge par une simple prise de courant ou grâce aux nombreux panneaux solaires qui composent sa toiture. Vous avez des batteries lithium-ion qui sont garanties 9 ans et 3000 cycles, donc vous allez faire plus de 9 ans en rechargeant tous les jours sans avoir à payer de carburant. Vous pouvez le recharger le soir sur des prises de courant. Là, ce bateau-là, on peut le recharger à peu près pour 4 à 5 euros. Mais si vous avez les panneaux solaires un jour sur deux, là c'est complètement solaire. Et si vous naviguez tranquillement, en fait, même tous les jours vous pouvez naviguer et ça ne vous coûte rien du tout. On est actuellement sur le prototype qui a été mis à l'eau il y a 2 ans. On a fait tout un tas de mises à jour parce que c'est un projet complètement autofinancé. Donc on a mis pas mal d'argent quand même. Là, si vous avez un bateau qui a coûté à peu près 350 000 euros, qui fait donc 11,70 m par 5,70 m, 7 tonnes à vide. On est en train de faire le deuxième. Là, on a eu de l'aide de l'ADEME. Donc voilà, on va remercier l'ADEME qui nous a financé, cofinancé. On a lancé un projet qui s'appelle Heliodive Kit Mer, qui est d'industrialiser le bateau, de sortir aussi une version plus petite qui va faire 9 mètres par 4 et qui va être à l'eau en octobre à Paris sur la Seine.
qui va aller en mer aussi, bien sûr, parce que c'est des bateaux pour la mer, ça c'est très important. Et l'idée de ce bateau, c'est de livrer les bateaux en kit, dans des conteneurs, et qui vont être assemblés sur les lieux d'utilisation. Une utilisation idéale pour les espaces préservés et protégés, dont les clubs de plongée sont friands. Ils sont justement la première cible de ce projet. Ce catamaran modulaire peut accueillir jusqu'à 30 plongeurs à son bord. Les caractéristiques principales, en fait, c'était aller rapidement sur un spot, pouvoir y aller très vite, pouvoir faire sa plongée et avoir une bonne stabilité quand le bateau est au mouillage. C'est vraiment important aujourd'hui d'avoir un bateau sur lequel on puisse se déplacer avec des blocs et puis pouvoir aller à l'eau facilement. Donc nous, on a tout de suite réfléchi à une carène profilée. Alors là, les étraves sont très tendues, on dirait des couteaux à l'avant quand on les regarde, elles sont vraiment hyper tranchées. Et on se rapproche un peu des carènes des bateaux qui font les tours du monde en fait, hein, très très fins. Et par contre, on a gardé quand même du confort, de la stabilité, donc on ne bouge pas trop et on n'est pas inconfortable sur le bateau. Maintenant, après, il fallait respecter aussi les réglementations pour que ce bateau-là puisse être homologué pour jusqu'à 30 plongeurs. Et on a donc la possibilité d'aller à 6000 d'une côte, voire plus loin si le bateau est équipé avec les éléments de sécurité, pour pouvoir aller sur des spots en une demi-heure maximum. Et ça, c'est vraiment la première fois qu'il y a un bateau qui va aussi vite pour la plongée. Une fabrication 100% française, l'Héliodive a été construit dans un chantier naval de Vendée, non loin des Sables d'Olonne. Il arrivera bientôt en Méditerranée sur les côtes varoises et pourquoi pas prochainement dans les eaux monégasques. La Maison Piaget a choisi l'écrin de l'Hôtel de Paris pour y présenter sa nouvelle collection. 90 pièces uniques dévoilées en exclusivité, comme vous allez le voir dans ce reportage signé Christine Datomel. Sunlight Journey s'apprête à éblouir le monde de la haute joaillerie. Témoignage d'un savoir-faire légendaire dans l'univers du luxe et de la haute horlogerie, la Maison Piaget est connue dans le monde entier et a noué, au fil du temps, une véritable histoire d'amour avec la principauté. La Maison Piaget est ancrée évidemment depuis de nombreuses années en principauté et je dois dire que ce qu'est la Fashion Week pour Paris, eh bien cette ronde des joailliers pendant l'été est à Monaco. Et par conséquent, Monaco est pendant plusieurs semaines la capitale de l'horlogerie, la haute joaillerie, et par conséquent où défilent les plus beaux noms, les noms les plus prestigieux du monde entier. Il y a déjà plus de 140 ans maintenant que mon arrière-grand-père, qui était paysan horloger, a signé les premières montres. Je dis bien signé les quelques premières montres. Ce n'est ensuite qu'après la Deuxième Guerre mondiale que la génération qui m'a précédé, la troisième, a sorti l'atelier de la ferme pour en faire le premier atelier. Donc évidemment une très longue histoire et ensuite eh bien, évidemment le nom de la famille s'est développé dans le monde entier et est devenu une marque que vous connaissez aujourd'hui. C'est pas le hasard. D'abord, il faut dire qu'en 140 ans, la Maison Piaget a acquis une philosophie, a acquis, je dirais, un esprit, a acquis une âme. Et je crois que c'est ce qui fait la valeur de Piaget. Et ayant un style, le style reste. On dit toujours que la mode passe, mais le style reste. Et je crois que de génération en génération, eh bien, notre rôle est de préserver ce style, de préserver ces valeurs qui ont été transmises de génération en génération et que je me dois aujourd'hui, car c'est mon rôle, j'allais dire, de gardien du temple, que de préserver ces valeurs et de les transmettre à la nouvelle génération à laquelle, du reste, je crois fermement. Perpétuer des valeurs emplies d'audace et d'authenticité tout en visant l'excellence comme le fit par le passé la Maison Piaget. Tel est l'enjeu donc de la nouvelle génération et de Chabi Nouri. À la tête de la griffe depuis le mois d'avril, Chabi Nouri a déjà marqué l'enseigne de son empreinte en insufflant une nouvelle dynamique aux collections de haute joaillerie tout en capitalisant sur son histoire et son patrimoine unique. Une jeune femme solaire à l'image de la collection Sunlight Journey.
C'est une collection de haute joaillerie qui finalement exprime les effets magnifiques du soleil sur la nature, sur la mer, sur tout ce qui est très végétal et finalement qui représente vraiment la marque et qui nous permet de travailler en profondeur l'or. On travaille beaucoup l'or chez Piaget, les couleurs, donc on a beaucoup de couleurs dans cette collection et on mélange beaucoup la haute joaillerie, les pierres exceptionnelles avec des travaux d'artisans assez extraordinaires qui sont chez Piaget ou même des maîtres d'art avec qui on travaille. C'est une passion de se dire finalement on a la chance de pouvoir avec toutes les équipes Piaget porter ce message qui a été créé par cette famille et porter encore et la projeter dans le futur. Et c'est ça notre mission. Notre mission c'est de rester vrai, d'être resté proche de la marque, de vraiment travailler les valeurs, l'authenticité de Piaget et de la projeter dans le futur. Et c'est ce sur quoi on travaille tous les jours et c'est avec beaucoup de passion et d'émotion qu'on le fait. Je suis ravie d'avoir M. Piaget avec nous pour nous aider à faire ce travail et s'assurer qu'on soit vraiment dans le juste, on soit vraiment chez Piaget quand on travaille. Sunlight Journée se projette dans l'avenir en s'appuyant sur le passé, une collection de pierres précieuses qui s'inspire de la palette des couleurs de la côte amalfitaine, terre d'échange et de partage, terre de feu et de volcans, terre baignée d'or et de lumière, où les éléments naturels se confrontent avec force et passion, des parures fluides, intenses et raffinées, ornées de modernité et d'identité, ont ainsi vu le jour et se dévoilent jusqu'au 1er août à l'Hôtel de Paris. Et avant de terminer, voici les prévisions météo pour ces prochains jours. Mercredi, ciel restant dégagé avec une légère brise de mer. Jeudi, le temps reste agréable avec des températures allant de 26 à 30 degrés. Vendredi, un risque d'averse dans la seconde partie de la journée avec une chaleur toujours très lourde. Et enfin, le week-end prochain, beau temps avec une maximale de 29 degrés. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À présent, retrouvez les films projetés en salle cette semaine grâce au magazine cinéma signé José Sacré. À très bientôt sur Monaco Info.